C'était serré. Alors du coup, je vais lire le prélude et la toute première partie. L'enfant en toi s'accrochait malgré toi, malgré elle. Le sang ne vint pas. Ton ventre, en revanche, lui, s'arrondissait comme une grosse pastèque. Et 9 mois plus tard, un matin, on te ramena le nouveau-né, enveloppé dans un petit drap en laine jaune. Tu fis mine de ne pas voir la sage-femme, le regard vide, absent, et tes mains croisées sur tes genoux, eux aussi croisés, noués, attachés, enchaînés, cadenassés même, silencieuse. Claquemeurée dans tes pensées, tu feignis de ne pas entendre la sage-femme t'annoncer que c'était une fille. Feignis aussi un tas de choses, des choses dites, entendues ou sous-entendues. Choses niées, étouffées naïvement, comme le feu que l'on voudrait s'enfumer. Choses qui s'évaporent de bonheur sous la brume des infertiles attentes. Car à ce moment précis, tout ce qui t'importait, c'était de croire, justement, que les choses se passeraient peut-être autrement. La sage-femme te tendait la gosse avec la moue blasée de celle qui a d'autres chats à fouetter. Pas du tout gênée par ton obstination à les ignorer, elle et l'inopportun paquet. Ce contre quoi tu chipas. Et feignant à son tour de n'avoir rien entendu, elle déposa le bébé sur le lit à tes côtés et tourna l'étalement. Tu laissas couler ton regard vers l'enfant, à la manière dont on regarde un objet douteux, presque irréel, comme sorti d'un monde parallèle. Les êtres et les choses autour de toi se confondirent en nombre pour renaître un court laps de temps. La sage-femme était bien réelle. Elle portait une blouse blanche à manches longues et une pince en acajou, retenait ses tresses en un volumineux chignon. Le bébé pleurait. Ses vagissements faibles et discontinus claquaient, craquetaient, frappaient et crépitaient, comme des bourrasques. D'aquilon, dans ton cœur de mère qui savait l'avenir. Comme quelqu'un qu'une mouche aurait piqué, tu te levas d'un bond, manqua de t'accrocher le pied dans le bas de ta robe, trop longue et trop ample, retira d'en dessous du lit une malle en osier, contenant 3 petites robes bleues cousues par tes soins, toutes identiques avec des boutons rouges dans le dos. Tu t'emparas du bébé et quittas la pièce. Dans la rue, le soleil en érection sur les têtes et ses rayons sont des jets violents et virils qui pénètrent les corps et les cœurs. Yes. Je ne sais pas si ça vous fait à vous à chaque fois en fait. Quand je lis cet Incipit, là j'étais encore complètement émue. Merci beaucoup Jeanne pour cette lecture en plus qui a le pouvoir effectivement de saisir l'émotion en fait de ce début en fait. J'avais remarqué que dans ce début se tisse déjà en fait la problématique principale en fait de l'œuvre, cette relation justement mère-fille, ce rapport à la mère, et principalement, enfin, il s'agit d'une fille qui décrit comment sa mère veut avorter d'elle. Enfin, je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passait dans ce début, mais la première chose qu'elle raconte à propos de sa relation à sa mère, c'est « tu as voulu me tuer ». Je ne sais pas si vous avez eu cette lecture aussi, comment est-ce que vous l'avez ressenti, comment est-ce que... Monique, par exemple. Alors pour moi, cet incipit et le prélude a été violent et doux en même temps. Après l'avoir lu, je me suis dit, waouh, ok, tout est dit, ou presque. Où est-ce qu'elle peut encore m'emmener après cette espèce de tsunami d'émotions et de violence, en même temps juste posée là. Oui, ça a été ma première émotion.
Et je me suis même, j'ai refermé le livre, je me souviens, et je me suis dit, oh, est-ce que je suis prête à continuer cette lecture, tellement j'ai trouvé ça bouleversant. Ouais. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, Fartoun, Jeanne, enfin, ah ouais. Enfin, je pense que tout le monde sait, j'ai déjà dit sur Facebook à tous ce que ce livre m'a fait. Et je ne suis pas quelqu'un qui pleure, mais ce livre m'a vraiment fait pleurer. Et c'est surtout la manière qu'elle a de raconter avec le tu. Ça, c'est très insolite, je trouve. C'est-à-dire que généralement, c'est la personne, il y a la première personne qui raconte, où il y a le il, mais le tu as fait, et puis en décrivant, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué dans le livre, et c'était très beau. Justement, on se posait effectivement la question de ce dialogisme, en fait, de ce choix des pronoms personnels, parce qu'il y a vraiment un va-et-vient, un aller-retour entre la narratrice qui parle d'un jeu, mais d'un jeu qui est complètement caché, puis surtout cette adresse directe, qui est d'ailleurs un point commun avec la danse de Pilar, cette adresse directe à la mère à travers le tu. Pourquoi ce choix, en fait, de ce tu, en fait, de cette adresse? Alors là, c'est carrément le travail après de la romancière. C'est-à-dire, quand on a terminé l'écriture d'un roman, on l'écrit d'abord avec, ça s'appelle des narrateurs. On peut partir sur un narrateur hétérodiégétique, c'est-à-dire celui qui va parler avec le « il ». Ça va être le travail du premier jet, du premier texte. On écrit avec le « il ». Et après, on relit son texte. On cherche la musicalité qu'on aimerait donner au texte. On cherche la profondeur, on cherche la douceur. On veut qu'il y ait des correspondances entre l'histoire et l'écriture. C'est assez complexe. Entre l'histoire qui est racontée et la manière dont les mots sont choisis. Puisque dans le texte, il est question d'une fille qui ne veut pas, qui ne souhaite pas vivre la même vie que sa maman. Une fille qui demande des comptes à sa mère, mais qui finalement va vivre un peu, d'une certaine manière, cette vie. Je me suis dit, je vais travailler sur les anaphores. Les anaphores, ce sont des répétitions. Puisqu'elle vit finalement cette vie de sa mère, alors on va jouer avec les répétitions pour que les structures littéraires rejoignent les structures sociales. Pour que ce qui est raconté soit raconté avec les mots qu'il faut. J'aime jouer avec la stylistique. Là, c'est mon parcours de littéraire qui a fait que je choisisse après ce narrateur qui était complètement homodiégétique. Parce que je me disais aussi qu'il s'agit d'une question intime. Si le choix du narrateur impliquait un narrateur plus éloigné de l'histoire, de l'affaire, ça n'allait pas forcément embarquer ceux qui allaient lire le texte. Et ça aussi, c'est tout un travail de chercher la musicalité, chercher le rythme approprié pour un texte. Et quand je revois dans mon ordinateur le texte initial, déjà le titre c'était « En attendant le vol des cygnes ». C'était ça le premier titre, en référence à l'histoire du petit cygne qui est repoussé par sa maman. Un petit canard qui naît, il est tout noir, alors que les autres sont tout blancs, il est repoussé par sa maman, et il va entreprendre un voyage initiatique, et à la fin, il devient cygne. Et donc, j'étais partie de ce conte-là pour intituler le texte initial « En attendant le vol des cygnes ». Et j'ai écrit à la troisième personne, mais je ne trouvais pas le bon rythme. Ça ne me plaisait pas du tout. J'avais vraiment besoin, parce que c'est quelque chose, Awa a dit tout à l'heure, que quand elle lisait, elle a pleuré. Quand on va écrire en s'inspirant de ses blessures, on pleure aussi.
À des moments, devant ce texte, face à mon ordinateur, j'ai versé quelques larmes moi aussi. À des moments, j'ai eu envie de laisser tomber, de ne pas poursuivre l'écriture de ce texte. Mais finalement, je l'ai poursuivi parce que son écriture me réconciliait un peu avec mon histoire. Son écriture me réconciliait un peu avec ma mère. Ma mère est une femme très bien. Je viens d'un pays où les mamans n'ont jamais tort. Je viens d'un pays où les mamans font tout bien. Je viens d'un pays où on n'écoute pas assez les blessures, les frustrations que peut connaître un enfant. On te dit, tu te débrouilles avec ça. Et donc, je me suis coltiné les frustrations pendant un long moment. Et l'écriture de ce texte m'a aidé à mieux les apprivoiser. Voilà. Je voulais juste un tout petit peu rebondir sur la sacro-sainte maman africaine. Juste pour une petite anecdote, c'est que j'ai fait plusieurs posts sur Facebook sur la venue de Charline. Et j'ai fait un post en fait qui égratignait un peu les mamans africaines. C'est le post qui a reçu le moins de likes. Je pense qu'il a eu 2 likes. Alors tous les autres, voilà. Donc à partir du moment où on attaque la sacro-sainte maman africaine, on va avoir des problèmes. Donc il faut qu'on s'arme aujourd'hui quand on va sortir la vidéo parce que voilà, les coups vont pleuvoir. Oui, et d'ailleurs tout à l'heure je disais festivité, mais là ce sont les hostilités. On va démarrer et on va vraiment plonger les mains dans le cambouis en quelque sorte, parce que c'est un peu le rapport que j'ai eu à ce livre aussi. Je suis un peu plus jeune, voilà, que ma tata ici, et lire son roman m'a permis également moi de trouver des réponses dans ma relation avec ma propre mère. Je me demande si vous aussi, d'avoir lu ce livre, en tout cas Fartoun par exemple, est-ce que d'avoir lu ce livre, ça a réveillé chez toi un questionnement? Est-ce que ça t'a permis de trouver une petite réponse aussi à quelque chose? Je vais passer le micro, mais je vais un tout petit peu prendre la parole aussi pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est assez réducteur de dire la maman africaine. Je pense que tout le monde qui a lu ce livre, finalement, a pensé à un moment ou un autre régler les comptes avec sa mère. Et un peu de psychologie, psychanalyse, etc. Voilà, merci. Alors, la lecture de ce livre, moi, ça m'a plutôt permis d'avoir une meilleure compréhension par rapport à certaines situations, par rapport à la relation que j'ai eue avec ma mère et par rapport à sa situation. Après un questionnement, je dirais plutôt que c'était, comme j'ai dit, une meilleure compréhension. Je ne me suis pas forcément posé de questions. J'ai déjà eu ce questionnement-là, en fait. Et parce que moi, je ne suis pas maman. Donc, et le fait de ne pas être mère, ça m'a permis aussi de ne pas l'être, ça m'a permis de prendre aussi, d'avoir juste la position de la fille et de voir les choses autrement. Mais donc c'était plutôt une remise en question par rapport à des idées ou une façon de penser que j'avais avant, plus jeune, parce que c'était des questions que je ne pouvais pas, que je n'ai pas posées, que je n'ai pas pu moi-même poser à ma mère. Et justement parce qu'on ne pose pas ces questions, parce que la maman africaine fait tout bien et qu'elle a tout fait pour nous, et donc il faut juste être reconnaissant et on ne peut pas lui en vouloir pour certaines choses. Mais ayant grandi ici aussi avec une double culture et en voyant d'autres façons de faire et d'autres façons de penser, ce questionnement-là, il est venu assez tôt, mais sans avoir eu forcément de réponse tout de suite. Et les réponses, je les ai eues en discutant justement avec mes amies africaines qui ont grandi ici, qui ont eu cette double culture, et en disant mais pourquoi c'est comme ça en fait chez nous, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de dire les choses, et pourquoi est-ce que... Surtout à la mère. Surtout à la mère, et le fait d'avoir eu des frères et sœurs qui sont nés ici, qui eux justement avaient tout un autre rapport, et je me suis dit mais peut-être que moi si j'avais parlé à ce moment-là,
Est-ce qu'eux ont pu parler parce qu'ils ont grandi ici et on dit, bon bah alors, ils se sont plutôt adaptés à la culture d'ici, donc c'est normal qu'ils parlent ainsi, c'est normal qu'ils contredisent, ou c'est normal qu'ils voient les choses autrement, mais moi j'avais toujours cette idée, même si j'ai grandi ici, que je ne pouvais pas. Parce que, je ne sais pas, c'est comme ça. Donc voilà, oui, donc pour revenir à ce livre, c'était vraiment voilà, comme je dis, une meilleure compréhension des choses. J'ai envie de connaître l'opinion de Jeanne, en fait, à ce propos. Plaisir. J'ai l'impression que, en fait, là, il y a encore un autre problème dans le roman, c'est que la maman se trouve dans la situation dans laquelle on ne peut pas l'idéaliser, on ne peut pas dire que c'est une maman parfaite, parce que tout le quartier sait qu'en fait elle a trompé son mari, et l'héroïne du roman est la preuve de ça, et c'est le stigmate qui lui colle à la peau pendant toute sa vie. Donc je pense que ce fait le fait d'avoir une maman parfaite, malheureusement, même si une société défend ça, ça fait que du coup il n'y a pas droit à l'erreur, et que quand il y a eu une erreur, entre guillemets, c'est le silence pour toute la vie. C'est de la souffrance en silence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le parcours de Lucinda, d'abord elle a que de la colère. Elle est révoltée, et je pense que pour tous les enfants, on sait très bien ce que c'est d'être révolté contre notre maman, quoi. C'est vraiment quelque chose et ça peut durer plus ou moins longtemps. Et ça, sûrement, d'un côté, toute notre vie, on va avoir ce sentiment quelque part et on fait ce qu'on peut avec. Et là, en fait, en osant parler, elle arrive à laisser une place pour sa maman. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment frappant, quoi. Merci. Du coup, pour entrer vraiment dans le roman, on voit donc cette Lucinda qui a ses comptes à régler, j'aime bien cette expression, ses comptes à régler avec sa mère, et on a vu ce qu'elle essaie de proposer pour régler ces comptes-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'elle aurait pu utiliser d'autres moyens, d'autres voies, en tout cas, parce que Lucinda, c'est cette jeune femme qui, dans son parcours, essaie un peu de se reconstruire de cette expérience. Mais elle utilise des moyens qui lui sont propres. Et je voudrais un peu, je sais pas, peut-être Agnès ou Monique, de savoir un peu, à votre avis, si ça fonctionne, en fait. Alors, moi, je dirais que tant que les choses n'ont pas été nommées, inévitablement, on se remet dans une posture qui sera celle de la répétition, comme disait Charline, et que tant que Lucinda n'a pas pu nommer les choses et puis confronter avec cette mère entre guillemets parfaitement imparfaite, elle ne pouvait que reproduire malgré elle. Et ça me donne envie de rebondir sur ce qu'on disait juste avant, qui est moi je me suis posé beaucoup de questions très jeune, tout ça, j'ai tenté de poser des questions, et c'est vrai que voilà, dans les cultures africaines, qu'on soit en Afrique ou pas, qu'on soit élevé en Europe ou pas, on a toujours cette réponse de les enfants ne posent pas ce type de questions, et tu comprendras quand tu seras plus grande ou quand tu seras mère. Et mon constat finalement a été quand je suis devenue mère, de me dire mais non, justement, je comprends encore moins, et si je ne veux pas reproduire ça, il faut un moment que je puisse nommer les choses. Donc
Oui, je dirais que je pense que j'aimerais entendre Charline à ce sujet. Je pense qu'on peut se réinventer, mais que cela passe d'abord par nommer les choses. Et c'est ce que j'ai ressenti en lisant Naître. Lucida elle n'a pas cherché à se réinventer tout de suite. Elle était d'abord dans une posture d'opposition, le refus de son statut, de mise à part de la famille, le refus de ressembler à sa maman. Et cette posture d'opposition l'a amenée à faire des choix qui ont été compromettants, parce que pour ceux qui n'ont pas lu le roman, je vais quand même vous le dévoiler. Elle décide de ne pas être une femme mariée, parce que l'image de la femme mariée qu'elle a de sa maman n'est pas convaincante. L'image de la femme mariée qu'elle a de sa maman est l'image d'une femme soumise, l'image d'une femme qui se rabaisse, l'image d'une femme qui s'oublie, qui s'efface sous le regard du mari. Alors elle se dit finalement, être l'épouse de, être madame Intel, c'est pas le bon plan. Et comme c'est pas le bon plan, vous imaginez le plan B qui va être le sien. Et donc c'est son parcours en fait. Il fallait qu'elle passe par ça. Il y a peut-être des personnes qui sont plus courageuses, qui vont nommer les choses rapidement, avoir un autre parcours. Mais Lucida, elle avait besoin de vivre ça. Elle avait besoin de cette relation aussi avec un homme marié. Elle avait besoin de se retrouver face à un mur pour se retrouver face à ses propres tourments. Et c'est cela qui va occasionner finalement le retour vers la maman, le retour vers elle-même pour pouvoir se réconcilier et avec sa mère et avec elle-même. Moi j'ai un problème avec ce parcours initiatique parce que finalement il sert la maman. Pour moi, elle s'en tire à trop bon compte, finalement. Face déjà à la faute originelle, je l'appelle comme ça, de la naissance de cet enfant, comment ça s'est passé. La manière dont elle a traité cet enfant tout au long du roman. Et puis, je vais peut-être spoiler un tout petit peu aussi, que tout lui soit pardonné, tout simplement parce que Lucida découvre dans une malle que la maman gardait des habits d'elle. Bah, ouais, moi je trouve que franchement, voilà, comme preuve d'amour, on a vu mieux. Donc je voulais te poser la question à toi, Charline. Enfin, c'est un peu une question, c'est aussi un peu un reproche, hein, j'ose. Hein. Le livre appartient à celui qui le lit aussi. Hein. Pourquoi ce pardon qui vient un peu trop vite? Moi, j'aurais voulu une fin où il y a du sang, quoi, tu vois. C'est sa mère. C'est comme ça, toi. Non, il fallait que le pardon arrive à un moment parce que c'est un personnage qui est quand même malmené pendant tout le texte. Elle quitte la maison familiale, elle a 17 ans. Elle va se chercher, elle va faire des rencontres improbables, elle va briser des cœurs, elle va briser le sien. Elle a besoin des moments de répit. Et dans le texte, ce n'est pas tout à fait un pardon, c'est un début de pardon. C'est pour s'apaiser, c'est pour se calmer, c'est pour passer à autre chose en fait. Après, si tu veux le sang, je pourrais écrire un volume 2. Pour rajouter sur le... si je parle par exemple de l'expérience de chez moi, où l'enfant illégitime, c'est quelque chose de très problématique. C'est-à-dire qu'on existe quand on a un père, en tout cas dans ma culture. Ça existe, ici on n'a pas...
Et dans le livre, je retrouve vraiment ce tabou, ce rejet qu'on a. Enfin, c'est presque normal de rejeter ce type d'enfant chez nous. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée parce que c'est des choses que enfin, je ne suis pas une enfant illégitime. Mais c'est des choses que j'ai vues et que c'est quelque chose qui m'a beaucoup traumatisée parce que ma mère, je pense que la chose qui lui faisait le plus peur, c'était que je puisse avoir un enfant hors mariage. Et enfin, c'est pas que moi, c'était comme ça dans la culture, avoir un enfant. C'est ça qui amène aussi les mutilations génitales. C'est-à-dire qu'on fait, tant que la fille n'est pas mariée, on lui on ferme son... Enfin, voilà, pour pas qu'elle... C'est vraiment quelque chose de traumatisant et on nous racontait des choses là-dessus, que c'est un enfant, c'est comme si quelque chose qu'on prenait de l'enfer et qu'on ramenait dans la réalité. Et c'était vraiment quelque chose de traumatisant, quoi. Pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu dis, ce que j'ai trouvé violent dans le livre, moralement parlant, si elle avait rejeté cet enfant à cause de la morale, de la bien-pensance, hein, à la limite, on pourrait comprendre. Mais elle rejette cet enfant pour garder une position sociale. Parce que son mari lui dit, si tu veux continuer à jouir de mes richesses, hein, et de la position que tu as à côté de moi, tu devras choisir entre ton enfant et moi. Mais est-ce que c'est pour la position sociale? Moi, je ne suis pas sûre. Pour moi, elle l'a fait parce qu'il faut qu'elle continue à exister. Il ne faut pas exister en tant que femme. Je pense c'est juste exister en tant qu'être humain, arrêter d'être émulé. C'est-à-dire qu'on a en Afrique, généralement, il y a quelque chose qui est posé, qui veut dire qu'une femme, elle doit être comme ça, une famille, c'est comme ça. Et quand on n'y est pas, on fait quelque chose de pas bien. Donc pour moi, c'était pas pour une position, vu qu'elle l'a trompée aussi. C'était un peu une manière d'exister. Enfin, je suis en train de spoiler partout. Ouais, voilà. C'est un enfant qui n'est pas voulu depuis sa conception. Et donc, lorsqu'elle rejette l'enfant, c'est vrai qu'elle a une situation matrimoniale, sociale. Elle a quelque chose à préserver. Elle a son petit mari, son petit mariage, sa petite vie mémère qu'elle veut préserver. Mais il y a surtout que cet enfant n'a jamais été voulu. Vous avez entendu les extraits qui ont été lus. Elle a essayé par tous les moyens un avortement qui n'a pas fonctionné. Et lorsque l'enfant est quand même né, elle l'a confié pendant plusieurs années à un autre membre de sa famille. Donc dans son esprit, cet enfant ne doit pas être là, ne doit pas exister. C'est un enfant de trop, c'est un enfant qui arrive alors qu'on n'en a pas voulu. Comme dans plusieurs familles, ça arrive qu'une femme tombe enceinte alors qu'elle est trop jeune, par exemple. J'ai regardé un peu autour de moi dans la construction du roman. Beaucoup d'enfants naissent parce que les mamans étaient trop jeunes, parce que les parents n'étaient pas mariés, et donc ces enfants vont être mis à l'écart. Et souvent, ils sont élevés par les grands-parents. Ça arrive très souvent en Afrique et même ailleurs. Et donc, le rejet vis-à-vis de Lucinda, c'est parce que dès le départ, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Dans cette famille où tous sont métis, elle est la seule noire, on n'en veut pas parce que ce n'est pas la fille de cet homme blanc, oui, mais on n'en veut pas, la maman n'en veut pas, c'était un accident. Elle est tombée enceinte, elle ne souhaitait pas tomber enceinte, elle a tenté d'avorter, cela ne s'est pas fait, l'enfant est quand même arrivé. Alors qu'est-ce qu'on fait de ce colis indélicat? On n'en veut pas du tout.
ça rejoint aussi le droit à l'avortement aussi. Il y a ce je ne veux pas de cet enfant-là, puis qui vient, mais j'en veux pas. Et ça pose aussi cette problématique-là. Oui, il y a une question qui m'a brûlé les lèvres après la lecture du livre. Je sais qu'on est là pour parler des femmes, et en même temps, et justement, moi je me pose la question de pourquoi dédouaner en fait le père et reporter toute la responsabilité de la faute sur la mère. Oui, le père, c'est un personnage assez absent, parce que je voulais vraiment mettre sur scène une mère et sa fille. Je voulais traiter la question de la relation mère-fille. Et en même temps, c'est la maman qui fait le choix de mettre l'enfant de côté. C'est elle aussi qui fait le choix de partir de la maison et après de se retrouver enceinte. Et donc, il fallait que la mère porte ses responsabilités. Il était temps dans la littérature africaine qu'une maman soit face à ses responsabilités. Et donc, je n'ai pas pensé qu'il était important de donner plus de place que ça au personnage du père. Et même ceux qui ont lu La Danse de Pilar vont le constater, ce sont les visages de la mère, les figures féminines et maternelles qui occupent une place de choix, parce que ce sont les figures qui m'intéressent dans la construction de mon œuvre littéraire. Dans Le Papa, c'est un père absent, c'est un personnage qu'on ne voit pratiquement pas. D'ailleurs, elle le désigne en disant « le père ». Elle ne dit jamais « papa ». On ne sait pas exactement comment il s'appelle. Il est là, mais je voulais mettre en scène la relation mère-fille. Il n'est pas dédouané, mais je voulais que la maman et la fille règlent leur compte. Quelqu'un d'autre voulait rebondir sur ça? Moi, j'avais juste une question pour Charlie sur ces histoires de responsabilité. C'est peut-être mon côté juriste qui ressort, parce que, je sais pas, à la fin d'un procès, on a toujours un responsable. Alors, un coupable, la personne est soit coupable, soit pas coupable. Hein. Il y a quelquefois des circonstances atténuantes, aggravantes, etc. Mais dans tes deux livres, dans Naître et y compris dans La Danse de Pilar, il n'y a pas de véritable responsable en fait. Les gens agissent pour répondre à des coups qu'ils ont reçus. Parce que finalement, la maman Meudza qui va tromper son... On va tout spoiler, hein, finalement. Mais vous engagez à acheter tous les livres. Voilà. Donc, la maman Meudza qui trompe son mari, elle ne le trompe pas pour rien, elle ne se lève pas un matin pour le tromper. C'est pour se venger, en fait, de tromperie. Voilà. Qu'elle a faite, sauf que les hommes, ils peuvent aller tromper sans revenir avec des enfants dans le ventre. Ils ont des moyens. Voilà. Donc, qu'on n'a pas. Donc chez nous, ça se voit très rapidement. Donc je voulais savoir pourquoi j'ai toujours le sentiment comme ça que tu ne veux pas charger en fait tes personnages. Tu leur donnes toujours une porte de sortie de rythme. C'est à cause d'eux qu'ils ont fait que... Oui, parce que pour qu'on s'attache à un personnage, il ne peut pas être que mauvais, que méchant. Il faut qu'il ait cette ambivalence. Il faut... lorsque par exemple on parle de Meudza, au départ on la déteste. Hein. Comment une femme peut faire ça, abandonner son enfant pour l'amour d'un homme, c'est pas possible. Mais il faut quand même aller comprendre son histoire. Parce que Meudza elle-même n'est pas une coquille vide, c'est aussi une femme avec son histoire et ses blessures. C'est aussi une femme qui a en elle une histoire qui a conditionné ses choix. Il faut aussi la comprendre. Et donc, si le personnage n'était que méchant, ce ne serait pas crédible du tout. Là, c'est la romancière qui vous parle dans la construction du roman. Un personnage doit être ambivalent.
on peut avoir affaire à un personnage méchant qui mène des guerres horribles, mais on peut découvrir un fond d'humanité en lui pour qu'on s'y attache quand même. Parce que tout n'est pas que noir ou blanc. Il faut qu'il y ait cette ambivalence pour qu'on aime forcément, finalement, le personnage. Et c'est ça, dans la construction des personnages du roman, que je pense tout romancier apprécierait la démarche. C'est juste la manière dont on peut se tutoyer, hein, dont tu as construit les silences de la mer. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était assez frappant. Et comment est-ce qu'on construit les silences? Ouais, dans un temps. J'ai des ambitions de. Oui, en fait, là, tu as brûlé la politesse parce que... Non, alors, en fait, oui, je ramasse parce que j'allais poser la question, justement, à propos de ces silences-là. Parce que, et là, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles c'est ultra intéressant d'acheter ce livre, parce qu'au-delà de ce qui est écrit à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre qui est écrit, qui est complètement en dehors, et en fait, qui appartient carrément au lecteur. C'est le lecteur qui, lui, écrit carrément ce qu'il veut à l'intérieur. Il y a énormément... En fait, la thématique du silence, elle est omniprésente. Il y a vraiment... j'ai un peu essayé de faire on avait cet exercice qu'on devait faire à l'école, de faire le champ lexical. Voilà, donc je me suis amusée à faire un champ lexical du silence. Et en fait, c'est quasiment à toutes les pages où Lucinda va revenir sur le silence justement de sa mère, mais sur son propre silence aussi. Il y a beaucoup son propre silence qu'elle remet en question. Pourquoi est-ce que je me suis mise en retrait? Il y a le retrait. En fait, ça va un peu ensemble. Le retrait, le silence, l'errement. Je voulais lire justement un peu un extrait que j'aime beaucoup sur cette question-là et après te laisser répondre à la question de Awa sur comment tu as construit ces silences et qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils veulent apporter. Est-ce qu'on aura droit, nous, à des... Oui, tout à fait. Tout à fait, ça c'est compris dans le temps. Alors, un extrait, c'est à la page 99, donc 99. Voilà. Je l'ai mis cet extrait sur Facebook, donc vous ne serez pas trop. Voilà. Alors, donc vous allez deviner. Je vais vous laisser l'exercice d'essayer de deviner qui parle. Tu ouvres la bouche pour dire quelque chose, mais tu te ravisses aussitôt. Tu n'as jamais été très bavarde. Te taire est une chose que tu as toujours su faire. Te taire et laisser faire. Laisser faire les autres et le temps. Laisser le temps égrener tout doucement le collier des erreurs. Laisser les erreurs s'arranger d'elles-mêmes. Les langues se délier sur d'autres rumeurs. Les rumeurs se disloquer sous l'effet du doute. Le doute s'effriter à la frontière entre la vérité et le mensonge jusqu'à ce que les gens ne sachent plus ou ne se souviennent plus. Mais il est des souvenirs plus bruyants que d'autres. Voilà. Donc, Sharon. Comment est-ce qu'on construit des silences? Waouh, quelle question! Je pense il est important d'entrer dans l'intériorité des personnages, dans la psychologie du personnage. Petit secret de romancière, il faut créer des cartes d'identité de ces personnages. Lorsqu'on a l'idée du roman, on écrit en 2 lignes ce qu'on aimerait raconter. Après, on fait un résumé de ce qu'on aimerait raconter, quelque chose de plus détaillé. On prend des personnages, on crée une fiche d'identité par personnage, nom, prénom, âge, signe particulier, des tics, des réflexes. Et c'est comme ça, en construisant, en construisant ces personnages, on crée une fiche d'identité par personnage, nom, prénom, âge, signe particulier, des tics, des réflexes. Et c'est comme ça, en construisant, en construisant ces personnages, on crée une fiche d'identité par personnage, nom, prénom, âge, signe particulier, des tics, des réflexes.
la fiche d'identité de Medza, j'avais mis signe particulier. Elle est dans le déni, elle est dans la négation. C'est une femme qui ne parle pas, sauf pour... en fait, c'est une femme silencieuse. C'est une femme qui vit dans le silence. Et donc, lorsqu'on a des fiches comme ça d'identité par personnage, lorsqu'on va écrire, on doit avoir ces fiches en face de nous pour exprimer l'éthique d'une femme silencieuse, pour exprimer l'expression du visage d'une femme silencieuse et choisir les mots appropriés. Et donc, comme tu veux écrire, je ne sais pas si tu auras envie de construire les silences, parce qu'on peut construire les silences, on peut construire la haine, on peut construire l'amour, ça dépend des thèmes qui sont déployés dans un roman. Mais cela sera fortement écrit si tu procèdes en créant des fiches d'identité à tes personnages. Et sur ces fiches d'identité, il faut qu'on trouve la même ambivalence dont j'ai parlé. On va dire, c'est une femme silencieuse, c'est une femme qui vit avec des remords. Par conséquent, une femme qui vit avec des remords, une femme silencieuse, comment je la présente physiquement? Ça va être une femme plus ou moins négligée. Ce sont des astuces, on pourra peut-être faire un atelier d'écriture, un séjour, même en ligne. Et c'est ce qui permet de faire en sorte que les thématiques et que les mots qui sont employés pour dire les choses soient plus forts. Parce qu'on a la psychologie, on a l'identité physique et aussi intellectuelle, mentale du personnage qui va se déployer dans le roman. À propos. Alors, en parlant de fiches d'identité des personnages, je vais en venir au féminisme, donc. Voilà. Je sais qu'il y en a qui piaffent depuis un moment. Alors, le féminisme, parce qu'en fait, en parlant de fiches d'identité, Medza, à un moment, me bluffe. Je lis une tirade qu'elle fait sur le féminisme, et moi qui suis féministe, à la fin de la tirade, je me dis, mais mince, elle a raison, je me suis trompée. Ce féminisme, ça veut rien dire. Hein? Jusqu'à ce que Charline donne l'autre baffe après la réponse de sa fille. Donc voilà, je vais vous lire, elle est assez longue, mais c'est assez intéressant. Alors, voici ce qu'elle dit du féminisme, Medza. Page 126. Quand les intellectuels, épuisés par leurs discours pédants et soporifiques, auront fini de théoriser sur mon statut, donc son statut à elle, Medza, comme si j'avais besoin qu'à ce niveau-là aussi, on me rappelle ce qui est bien pour mon existence, quand ils passeront dans les médias, écriront des livres et tiendront des conférences propagandistes sur l'évolution des classes et du rôle de la femme, je leur rirai au visage parce que tous ces beaux discours à la We Are the World resteront pour longtemps encore purement théoriques. Au mieux, ils draineront quelques groupes d'étudiantes foncièrement idéalistes, mais que la dure réalité de se trouver un homme à se mettre sous la dent chargera d'éparpiller, de ramener au mutisme jusqu'à perpète. Et c'est à ce moment-là que moi, Medza, je dirai à ces filles qui pensent comme toi de ne pas mêler mon nom à leur égalité aussi injurieuse que la fidélité revendiquée par un mari polygame. Qu'on se le dise, ma fille, à nous entendre geindre devant nos lits désertés, nos cœurs mis au pain sec, à nous entendre nous extasier en écoutant les potins derrière les cuisines au sujet de tel qui a finalement pu se faire doter par un certain homme au sex appeal aussi nébuleux qu'un danseur de Zaïko. Une femme sans homme est perdue, même si avec lui elle peut se perdre aussi. Voilà. Donc voilà.
j'ai remis en question en fait cette question, enfin, voilà, ce précepte du féminisme mis en relation avec la position d'épouse. Donc je me suis dit, finalement, est-ce qu'on peut rester, enfin, j'arrive même pas à formuler la question, est-ce qu'on peut rester féministe en étant marié, ou est-ce qu'on peut être féministe en cherchant le mariage? Est-ce qu'on doit chercher le mariage? Enfin, il y a tout ça qui se mélange dans ma tête, et voilà, merci pour l'aide en fait. Non, merci, parce qu'il y a quelques jours, je regardais une statue d'une amie que nous avons en commun, Nicole Bouquet-Nicolo. Elle parlait du féminisme de Chimamanda Ngozi Adichie. Et elle faisait référence aussi à Beyoncé, super féministe. Et je me suis dit, je pense qu'il nous faudra un féminisme plus incarné que ça. Parce que Beyoncé, qui prône le fait qu'une femme devrait être libre, malgré les déboires de son mari, est quand même accrochée à un homme qui brille d'une infidélité notoire. C'est quand même... Qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes filles? On a besoin de cette forme, de ce féminisme incarné. Quand on dira aux filles, tu n'as pas besoin de te marier pour être heureuse, tu n'as pas besoin de te marier, ce n'est pas obligatoire. Tu peux le faire, mais ce n'est pas obligatoire pour ton bonheur. Si c'est dit par une femme qui est heureuse sans mari, avouez que ça aura tout un autre sens. Je me rappelle d'une copine justement qui parlait lors d'une assemblée de l'autonomie des femmes, l'émancipation. Et quelqu'un, tu lui dis, bah oui, c'est facile de le dire, tu as déjà ton mari blanc. C'est facile de venir nous dire, oui, femmes, soyez autonomes, femmes, pas besoin de mariage. Tu as ton tout petit mariage à côté. Donc, on a besoin d'écouter celle qui incarne réellement le féminisme. Mais ça ne voudrait pas dire que il faut forcément être célibataire pour être féministe. Parce que le féminisme peut se déployer sous plusieurs angles. On peut être heureuse dans son mariage, dans son ménage, dans son couple, dans sa vie de femme et être féministe, parce qu'une idéologie est aussi forte lorsqu'on pense à ceux qui n'ont pas la même chance que nous. Moi, je me dis aujourd'hui, quand on regarde le combat des suffragettes, quand on regarde toutes les théories féministes qui nous ont aidés en quelque sorte, si j'ai été scolarisée, si aujourd'hui j'ai pu choisir mon conjoint, c'est parce qu'il y avait des femmes dans le temps qui ont combattu, qui ont voulu que ça ne se passe plus ainsi. Je suis née dans un pays où les mutilations génitales ne se passent pas, mais ça n'empêche pas que je sois touchée par la question. C'est-à-dire que je n'ai pas été mutilée, mais la question des jeunes filles qui sont mutilées me parle. Et donc, même la femme en couple et bien mariée est à même de défendre les droits des femmes qui ne sont pas mieux loties qu'elles. Donc, on peut être mariée et féministe, mais si c'était incarné, on voit que ça allait avoir un truc. C'est-à-dire, on peut être homme et féministe aussi. Oui, l'écrivain Théo Ananisso, c'est un féministe que j'aime lire. Oui, ça fait du bien de parler de Théo Ananisso parce que nous l'avons reçu justement dans le cadre d'un des cafés littéraires, le précédent. Il était ici pour nous parler de son œuvre Délicatessen. J'aime beaucoup en fait voir Théo et Charline au même endroit. C'est toujours extrêmement génial de les voir les deux ensemble. Pour l'autre bout de la table, je reviens encore à cette question parce que c'est vraiment personnellement ce qui m'a beaucoup marqué dans ce roman, et c'est peut-être la dernière question un peu qu'on va poser parce que
Le temps voyage, le temps file, donc il va falloir un peu parler aussi de l'autre roman, même si on est beaucoup loin à l'avoir lu, n'empêche, on est justement là pour ça, pour découvrir l'œuvre. Ma toute dernière question, et là je vais vraiment partir de Jeanne et puis Fortune, c'est est-ce que finalement vous pensez que, enfin, on va avoir l'impression que moi j'essaye de protéger cette mère et tout, mais d'une certaine manière oui. J'ai presque envie, en fait, cette mère, j'ai l'impression que c'est ma propre mère aussi. Vraiment, j'ai envie de la protéger. Elle a traversé des choses extrêmement difficiles. À mon avis, Lucinda aurait pu faire aussi un peu plus que juste se mettre en retrait. Elle aurait pu juste gueuler très fort. Ça, c'est mon avis. Non, mais voilà, c'est mon avis, voilà. Est-ce que, enfin, on peut se poser la question de savoir si, est-ce que la mère peut tout dire? Est-ce que la femme peut tout dire? J'ai intitulé, ça c'est ma faute ou c'est grâce à moi, je sais pas. C'est pour ça que j'ai intitulé en fait le café littéraire Les indicibles d'une femme. Est-ce qu'elle peut tout dire? Est-ce que selon vous, vous êtes d'accord que votre mère vous dise tout? Je me suis posé la question de savoir comment Lucinda a su, par exemple, dans quelles conditions elle est née. C'est quand même une narration un peu rétrospective, mais on a l'impression qu'elle est là, si le temps et le temps du passé et du présent sont entrechoqués, on ne sait pas trop. Mais est-ce que la mère peut dire ces choses-là? Est-ce que la mère peut parler? À quel moment est-ce que la mère peut choisir, oui ou non, de dire quelque chose? Enfin, selon, à votre avis Alors moi, instinctivement, j'aurais envie de dire oui, mais ça dépend de quand, du comment, de quoi il s'agit aussi. Mais après, encore une fois, je ne suis pas mère, donc je me dis si... Enfin là, je réponds en tant que fille. Moi, j'aurais envie que ma mère me dise tout. Mais en tant que mère, est-ce que... Enfin, on peut se poser cette question de... On peut se dire qu'elle ne pourrait pas dire certaines choses dans le but de... Parce qu'elle voit les choses d'une certaine manière que la fille, l'enfant ne peut pas le voir. Peut-être qu'elle peut le comprendre. Mais comme c'est deux positions complètement différentes et deux histoires différentes aussi, je dirais que les deux réponses peuvent être possibles aussi. Donc j'essaye d'être assez objective. En fait, je me dirais au départ oui, mais finalement peut-être pas. Mais en même temps, on peut se demander aussi, est-ce qu'en étant emmurée dans le silence, est-ce qu'elle ne dit pas d'une manière beaucoup plus délétère quelque chose qui va la marquer En fait, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ce qui est tragique dans l'histoire, on en a peut-être aussi pas tout à fait parlé encore, c'est le facteur solitude en fait. C'est des gens qui n'ont personne à qui parler en fait, et tu vas pas dire à ta fille que tu avais voulu avorter, mais peut-être que tu aurais pu en parler à d'autres personnes. Et enfin, je pense que cette importance du tissu social, et ça va aussi avec l'idée qu'une femme a le droit de ne pas être parfaite, et si elle n'est pas parfaite, il y a d'autres femmes ou d'autres hommes, peu importe, mais pour la soutenir et pour l'entendre. Entendre ça, quoi. Et là, ce que j'ai trouvé très fort, justement, par rapport à la réponse, quand Agnès, vous avez lu ce plaidoyer anti-féministe, et on voit la réponse, justement, qui est tellement frappante de cette histoire d'une femme qui est la maîtresse d'un homme et qui va après chez la femme légitime pour s'excuser. Et les femmes tombent les bras l'une dans l'autre en pleurant, et ça, c'est ce qui la guérit, en fait. Donc voilà, je pense que tu peux pas dire... Je pense que c'est très dur de dire les choses à son enfant, mais
qu'il y a des choses à faire à côté. Et moi, je voudrais juste faire le parallèle avec... Enfin, je travaille dans l'enseignement et aux enfants, on leur apprend à parler, à exprimer leurs émotions dès le jeune âge, enfin, dès qu'ils commencent l'école. Donc ça doit se faire dans les deux sens. Donc l'adulte s'exprime et on apprend aussi à l'enfant à s'exprimer pour qu'il puisse le faire, que ça soit de plus en plus simple au fil des années. Et là, c'est dans un autre contexte. Donc on apprend aux gens à se taire. Donc arriver à un moment donné, après quelques années, de devoir parler, enfin, la réponse, elle ne sera pas pareille si on avait appris, par exemple, si on avait appris aux deux individus à s'exprimer et à partager dès le début. Donc là, de nouveau, je pense que c'est dans deux contextes différents. Alors là, dans le contexte, par exemple, des enfants, on se dirait, bah oui, on peut tout dire et l'enfant peut tout dire aussi. Mais dans d'autres contextes, peut-être que... Ouais. Juste pour rebondir sur ta question, moi je pense que tout peut être dit et quelque part tout doit être dit, sinon c'est tellement présent au niveau de l'énergie que de toute façon c'est là. Et je rejoins Jeanne sur le côté délétère du silence, même si je comprends bien qu'il y a des circonstances atténuantes, il y a un contexte socioculturel, etc., etc. Mais moi, ma réflexion à ce stade-ci, c'est plutôt justement de me dire, ok, il y a tout ce contexte, mais c'est chaque femme, du coup, chaque mère, est libre d'inventer ou de construire ce qu'elle veut, justement en se souvenant des silences auxquels elle a pu être confrontée. Et pour moi, le challenge se trouve là. Et peut-être que Charline, dans Naître, ça a été les fameuses robes qui apparaissent en fin de parcours. Elles m'ont fait le même effet qu'à Agnès. Et maintenant, je me dis que c'était peut-être la seule manière pour cette mère de parler, ou en tout cas de matérialiser tout ce qui était là sans pouvoir mettre des mots dessus. Oui, c'est vrai que voilà, cette problématique du silence qu'on connaît presque tous, hein, je ne suis pas sûre que ce soit seulement dans les familles africaines. Ces silences des mamans qui ne parlent pas, qui souffrent en silence. Et de toute façon, ce qu'on garde à l'intérieur ressort toujours d'une manière ou d'une autre. Et en général, ça ressort par la violence. Ce qu'on est, on a. Voilà, exactement. Ça ressort par la violence si on fait du mal. Et en général, on ne fait pas du mal aux gens qui nous ont fait du mal, on fait du mal à ceux qui ne le méritent pas. Alors, je vais peut-être conclure sur Naître avec la lecture d'un passage qui m'a plu et qui va peut-être nous réconcilier avec nos mères et leur silence. Voilà. Page 30. C'est quel livre? Ah, pardon. Non, c'est pas Naître, donc je vais conclure avec Naître pour passer à la danse de Pilar. Voilà. Voilà, exactement. Ce sera une transition, mais une transition sur le... Voilà. Oui, tout à fait. Juste pour dire, est-ce que moi, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable. Je ne suis pas d'accord qu'elle ne le dit pas, elle le dit. Je veux dire, elle ne veut pas avoir cet enfant. L'enfant naît, elle rejette l'enfant. Elle la met ailleurs, elle la met dans un autre endroit. Elle ne la met pas avec ses enfants, elle le dit. Des fois, je pense aussi que nous, comme on est en Occident et qu'on a une culture peut-être un peu de la parole ici, et que chez nous, les gens parlent d'une autre manière. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne vais pas dire à mon enfant si je trompe. Par exemple, je n'ai pas envie que ma mère me dise qu'elle a trompé mon père, par exemple. Ça, je n'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de savoir que... dis pourquoi, dis comment, enfin, si je suis une enfant illégitime, pourquoi je suis née. Vous voyez? Mais Awa,
je vais essayer de te répondre, mais elle pose un acte. Hein? Les actes sont sujets à interprétation. Donc cet enfant va juste savoir qu'on l'a posé chez une tata, elle peut interpréter ça de 1000 manières. Voilà. Donc si la mère avait accompagné, aussi violente qu'auraient pu être ses paroles, si elle avait accompagné ces paroles-là, cet acte-là de parole, peut-être l'enfant aurait mieux compris. Je ne sais pas. Charlie? Oui, je pense que on parle de différentes manières en Afrique. Et l'image des robes, elle est déjà en début de texte. C'est-à-dire que même en étant enceinte d'un enfant qu'elle a rejeté d'emblée, elle a déjà cousu des petites robes. Et lorsque Lucinda revient quelques années après, elle retrouve des robes qui lui disent que finalement, pendant toutes ces années, sa maman pensait à elle. Et c'est aussi une façon de dire, ma fille, je ne suis pas la mère parfaite, mais je t'aime, je ne t'ai pas oublié, je ne savais pas comment te dire que j'ai été infidèle, que tu es un enfant dont je n'ai jamais, que je n'ai pas voulu. Donc on peut parler, les mamans en Afrique parlent avec les gestes, et même pas qu'en Afrique. Il y a des choses qui sont très profondes, très dures, qu'une maman ne pourrait pas dire à sa fille avec les mots, mais avec les gestes, avec une certaine tendresse, délicatesse, avec une certaine sagesse. On entend les choses. Mais le tout, c'est qu'il faut dire ces choses à temps. Il ne faut pas attendre que... Parce que Lucinda, elle va chercher les réponses elle-même pendant des années. Il faut dire les choses à temps. Le dire avec de plusieurs façons possibles, mais les dire à temps. C'est ça qui a été un peu le problème de Mozart, je pense. Parce qu'elle a attendu que sa fille trouve les réponses elle-même. Voilà, donc on va conclure là-dessus. Naître, donc aux éditions La Cheminante, publié en 2016. Je te passe la parole, Agnès. On passe à La danse de Pilar, cet autre roman donc écrit par Charline. Voilà, j'en profite pour faire la lecture, hein, parce que tu m'avais assigné le rôle de lectrice. Voilà, donc je vais lire un extrait de la danse de Pilar, page 30.